Je m'appelle Dominique Guibert, je suis le secrétaire général de la Ligue. Et pour commencer, je vais... vous savez, j'habite à Villejuif. Vous vous en foutez, je comprends très bien. C'est par là qu'il y a l'accent. Mais Villejuif a une particularité. C'est que c'est une ville où il y a 3 hôpitaux. Le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud, autrement dit l'ex-hôpital psychiatrique. L'Institut Gustave Roussy, extrêmement connu pour ses spécialités en oncologie. Et l'hôpital Paul Brousse, un hôpital ancien qui a une centaine d'années et qui a un centre hépatobiliaire très très connu. Et je vais me permettre de vous proposer une sorte de promenade de santé à l'intérieur de cette ville qui est très très marquée par, pas par le syndrome, mais par sa spécialisation en santé. Alors, quand on sort, quand on va en face de l'hôpital, d'abord il y a des cafés. Alors, les cafés, c'est important. Depuis une certaine loi, je ne sais plus de quand ça date, mais Frédéric doit savoir ça, où on n'a plus le droit d'avoir des débits de boissons alcooliques en face des entrées d'hôpitaux. Il se trouve que d'un des cafés qui est à côté de chez moi, qui servait de l'alcool, a eu 25 ans pour fermer son comptoir d'alcool et ouvrir un comptoir sans alcool. Il faut dire que dans cet hôpital, Paul Brousse, très connu depuis 100 ans, eh bien, il y avait ce qu'on appelle dans le temps une salle d'hospice, une salle d'asile, dans laquelle on mettait les petits vieux, qui étaient dans des grandes salles communes, pas même avec des séparations en drap, et qui sortaient de l'hôpital et qui allaient dans le débit de boisson en question ou dans l'épicerie qui était à côté et qui se faisaient détailler des bouteilles de vin dans des petits quarts qu'ils conservaient. Et l'épicier, un jour je lui ai dit, vous savez, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et de même que séparer les 4 yaourts pour en donner qu'un ou autre. Il me dit, oui, mais ils n'ont pas assez d'argent pour acheter les 4, alors finalement je sers la collectivité. Ça payait plus cher que ça. Donc, des cafés, et quand on rentre dans les cafés, bien sûr, on a droit aux propos de comptoir. Les propos de comptoir, c'est ouais, tu sais, tant qu'on a la santé, ça va. Hein. Ou bien, quand la santé va, il y a tout qui va. Ou bien, le plus classique étant, il vaut mieux être pauvre et bien portant que riche et malade. C'est un des... Et puis la santé, c'est pas un droit. C'est comme ça, on l'a ou on l'a pas. Et enfin, une maladie, c'est vrai, quand ça vous arrive, c'est pas juste, mais c'est comme ça que ça arrive. Et puis, quand on sort du café, comme c'est une ville qui a une histoire politique un peu compliquée, je ne m'étendrai pas là-dessus, il se trouve qu'il y a un certain nombre de boutiques qui ont été fermées, mais qui ont été récupérées par des groupes politiques. Et tu passes devant le groupe politique de droite, et dans le groupe politique de droite, eh bien tu écoutes un petit peu ce qui se dit, et tu dis, qu'est-ce qu'ils vont bien avancer sur la santé. On va dire, quand même, il y en a un peu marre, parce que c'est gratuit pour eux. Ou bien, ils ne payent pas, ils ne payent rien. Ou bien, et puis en plus, pour eux, c'est remboursé, tout est remboursé. Et puis, finalement, au bout du compte, tout ça, ça coûte trop cher. Et puis, reconnaissons, il y a quand même beaucoup de fraudeurs. Hein, et il faut faire quelque chose. Alors, je ne dirais pas que dans l'autre officine, qui serait de gauche, les débats sont meilleurs, mais il y a au moins 3 interrogations qu'on peut se poser vis-à-vis de ces questions. Il y a du débat autour de ces questions rituelles caractéristiques des débats sur la santé, qui sont de dire qu'il y a une forme d'ignorance de la réalité sociale de la maladie, et qu'il y a une méconnaissance du fonctionnement des politiques et des systèmes de santé. Et il y a une croyance à la surdétermination matérielle, individuelle. Si je continue mon petit chemin dans ma ville de Villejuif, je vous le rappelle, il y a une forme de théorisation dans un autre groupe, parce que je vous ai parlé d'un groupe de droite, mais c'était les pires, mais on trouve aussi, il y a mieux, il y a tous ceux qui suivent l'inénarrable Vauquier, autour de la notion développée, c'est un 4e mot-clé, qui est celui d'assistanat. L'ignorance ou la volonté, est-ce que ces gens ignorent les questions que je viens de poser à l'instant, ou bien est-ce qu'ils font comme si? Parce qu'on peut quand même espérer que des gens du niveau intellectuel de Vauquier, personne ne proteste, c'est bien, vous êtes gentil, oui, major de l'ENA, il y a Frédéric, oui, ça tu me fais du mal. Ouais. En fait, dans les propos d'un Vauquier, tout le monde voit bien que même si on se doute qu'il connaît parfaitement les réalités et qu'il les tord dans un autre sens, c'est la solidarité entre les personnes qui est visée.
finalement, ceux qu'on essaye de stigmatiser pour bien faire comprendre aux gens qu'ils n'en sont pas, c'est les pauvres, c'est les précaires, c'est les étrangers, tous ces gens de peu, tous ces gens de rien, dont finalement on n'a pas grand-chose à faire. Quand on sort de là et qu'on a écouté quelquefois, on se dit mais alors c'est quoi le bonheur quand on a en face de nous ces gens-là? Et dans cette atmosphère délétère de discussion, chaque débat, dans chaque débat, on voit que l'idée que chacun devra avoir, c'est que chacun servira mieux son propre sort s'il le fait par lui-même. L'idée étant que la concurrence entre les individus est la seule qui est porteuse de valeur et de richesse, et que dans une société comme celle-là, l'optimum de bonheur de la société sera atteint quand chacun aura son optimum individuel. D'où l'idée qu'il vaut mieux de l'assurance individuelle plutôt que du service collectif, plutôt la prime d'assurance au plus juste que la même prime pour tous, plutôt le calcul du risque individuel plutôt que la compensation des risques de tous par tous. Parce que, et c'est un des points importants, le collectif, en fait, au bout du compte, chaque fois qu'on met en cause le collectif, c'est qu'on se dit que c'est la socialisation des risques qui coûte cher et qui est visée. Et on se dit que c'est à chacun de se prémunir contre les risques. Le mode d'organisation est alors primordial. Est-ce que c'est de la politique publique, c'est-à-dire de la sécurité sociale, ou est-ce que c'est de l'assurance privée, à savoir le développement de l'inégalité sociale? Le deuxième niveau d'analyse est un autre des mots-clés, parce que même si la santé n'a pas de prix, on va nous répondre immédiatement que si elle n'a pas de prix, elle a quand même un coût. Et que le discours devient celui-là. L'assurance, elle est licite, alors que la solidarité est coûteuse. Autrement dit, la séparation entre deux solutions avec des droits différents. D'un côté, l'assurance, de l'autre côté, la solidarité. Et tous ces deux systèmes doivent évoluer de façon différente, et sachant, l'expérience nous le montre, qu'un droit spécifique pour les pauvres, celui qu'on distribue par solidarité, peut virer à un pauvre droit. À l'inverse, la solidarité, c'est l'assurance, c'est se souvenir que la sécurité sociale, les systèmes de protection sociale, ça n'est pas l'assurance contre la solidarité. Il faut se souvenir que le principe général, c'est celui de la solidarité, et qu'après, assurance, assistant peuvent être des techniques différentes, distribuées de façon autre, mais que le principe général, c'est celui de la solidarité. En revanche, si j'oppose assurance à solidarité, je renvoie ceux qui ont besoin de cette solidarité à une différenciation sociale dans l'égalité des droits. La santé aujourd'hui, c'est 12%, en gros, si je ne me trompe pas, du PIB, c'est 12 points, je ne sais plus, c'est aux alentours de ça, 12 points de PIB. Ça ne veut pas dire que cette dépense est partagée de façon égale par tout le monde. Tout le monde ne dépense pas 12% de son revenu en santé, quelquefois plus, quelquefois moins, et tout ça est socialement extrêmement marqué. L'utilisation et la consommation de produits de santé est variable selon les groupes de ressources des personnes. Elles sont basiques et irrégulières pour les plus démunis, elles sont techniques et régulières pour les plus aisés, où l'on voit que la technique médicale y compris, n'est pas neutre, et que progrès technique marque différence hiérarchique des populations. Autre élément d'analyse, celui de la crise, parce que le discours sur les dépenses de santé et plus largement de protection sociale pendant les crises économiques souffre de deux paradoxes. C'est quand on en a le plus besoin, c'est-à-dire dans les périodes de crise, qu'on diminue les ressources parce que ça coûte trop cher. Et le deuxième paradoxe, c'est quand la solidarité devrait être la plus développée, qu'on développe le chacun pour soi. Heureusement, s'il y a des politiques publiques, c'est celles-là qu'il faut défendre, c'est celles-là qui peuvent éviter l'éclatement de la société. Et puis je continue ma balade, je vous ai dit qu'il n'y avait plus de salle d'hospice, donc il n'y a plus cette sortie de petits vieux au matin parce qu'ils ne peuvent pas rester dans les salles dans la journée, donc on ne les voit plus sortir, mais il reste que des personnes âgées sont souvent en institution et qu'on se pose la question tout de suite de la vieillesse. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ne sont plus en salle d'asile, pour lesquels il faut trouver de l'argent pour les mettre dans les institutions spécialisées, ou bien trouver les moyens de les maintenir chez eux. Et on nous dit que l'âge coûte cher, et que les soins, plus on avance en âge, sont lourds, et qu'il faut se prémunir contre ça. Comment? Ou bien c'est tout seul, ou en s'adossant les uns aux autres. Et puisque ça nous arrive à tous,
Eh bien, la meilleure question, ce serait de s'adosser et de considérer que la vieillesse est un de ces risques dont il va bien falloir le prendre en risque. S'agit-il d'un cinquième risque? S'agit-il d'autre chose? S'agit-il de droit commun? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais il faut le prendre en risque. Au contraire que de dire que, puisque c'est un coût individuel, chacun est amené à faire de l'assurance retraite, de l'économie de précaution pour pouvoir couvrir ses vieux jours. On dit, nos intervenants peut-être me reprendront, on dit souvent que 60%, on dépense dans les 6 derniers mois de sa vie, 60% de sa dépense personnelle d'assurance maladie. Ce qui est considérable. Mais je me suis posé la question de ce chiffre. Est-ce que ça concerne des gens seulement en âge, ou est-ce que ça concerne tout le monde? Parce que quand on parle de vieillesse, et en disant que la vieillesse coûte cher, et que donc il y a un coût global, c'est aussi un problème de rapport avec les jeunes. C'est-à-dire que les pathologies jeunes ne sont pas les mêmes que les pathologies vieilles, mais l'argent qu'on consacre pour les pathologies jeunes, comme par exemple les accidents de voiture, les accidents de moto, les accidents de sport extrême ou autres, sont aussi très coûteux. Et que donc la balance entre les deux est quelque chose d'économie de la santé tout à fait important. Autre terme que je voulais utiliser, c'est le terme de croissance. On dit que les dépenses de santé ne peuvent pas, comme toute grandeur économique, augmenter plus vite que la richesse créée. L'évidence serait de dire qu'il faut que et la croissance et les dépenses de santé avancent du même pas. Alors, il y a un problème, c'est que si la croissance décroît, est-ce que les dépenses de santé doivent, elles aussi, décroître? Mais alors, comment on fait pour que les politiques publiques soient plus actives sur un secteur que sur un autre? Est-ce qu'on doit dire que toute grandeur économique doit être limitée par la croissance? Et on devrait à ce moment-là l'appliquer, y compris au marché. Et quand le chômage de masse provoque des pathologies spécifiques, comment les prendre en charge si on considère qu'elles sont totalement liées à la croissance? Si c'est une loi économique, elle s'applique à tout, et son défaut, c'est que c'est juste un calcul économique et que c'est une fausse évidence. Je continue plus loin mon analyse et je rencontre encore mes petits vieux dans ma ville marquée par la santé. Et je me dis, bon, quand je vois, je dis, le vieillissement est incontestable. Le vieillissement de la population est réel. Et il y a de plus en plus de petits vieux et de moins en moins de petits jeunes. En oubliant, je ne nie pas le fait que la population vieillit, à partir du moment où on accepte de considérer que le vieillissement est autant un chiffre absolu qu'un rapport entre des couches de population. Il n'y a pas de population idéale qui serait celle qui aurait plus de jeunes que de vieux. Il y a des populations qui existent. Elles sont là, ce sont des générations de 30-35 ans, et que la question n'est pas de savoir si la population seulement vieillit, mais si aussi quel est le rapport qu'elle entretient avec une population jeune. Les dépenses pour une population jeune ne sont pas de même nature que celles d'une population plus âgée, mais ça ne veut pas dire que contrairement à ce qui est souvent avancé, c'est de dire que... Enfin, il faut bien que vous vous rendiez compte, plus il y a de vieux, plus ça coûte cher. Donc il y a deux solutions. C'est ou bien on diminue le coût pour les vieux, chacun des vieux, et donc la solution finale c'est le cocotier, ou bien on prend en compte qu'une population est faite d'un certain nombre de couches d'âge, et que ces couches d'âge méritent chacune les droits auxquels elles ont droit, et qu'il faut y consacrer les sommes nécessaires. C'est donc le parle de vieillissement, le terme n'est valable que si on se souvient que c'est un rapport entre différentes classes d'âge. Et ce qui est nécessaire pour les uns ne doit pas être au détriment des autres. Il faut se battre avec l'idée de vous voyez, il y a trop de vieux, ça coûte trop cher, il faut diminuer. C'est pas ça qu'il faut dire. Il y a des vieux, il y a une population, elle est composée d'un certain nombre de couches de population, et il faut satisfaire et répondre à leurs droits. Villejuif, je vous ai dit, c'est une ville où il y a 3 hôpitaux, plein de trucs, et il y a donc une population importante de professionnels de santé qui y habitent, médecins, médecins hospitaliers, infirmiers, aides-soignants. Je me suis laissé dire, je vais peut-être encore me faire reprendre par mes amis spécialistes, que 80 et 80% de la dépense de santé, c'était du revenu médical. Ce qui veut dire que chaque fois, il faut bien en prendre compte, que chaque fois qu'on parle de dépenses de santé, on parle aussi d'un marché professionnel. On parle aussi d'acteurs sociaux de santé. On parle aussi de gens qui ont de la puissance pour faire intervenir et parler de leur métier et de ce qu'ils sont. On sait tous que l'importance des syndicats médicaux est très lourde entre la Confédération, comment elle s'appelle, les médecins libéraux médicaux français, dans laquelle il y a beaucoup de médecins libéraux qui défendent bec et ongle leurs revenus, la façon de faire,
et puis d'autres qui le défendent de façon différente, le SMG, MG France et d'autres. Les positions sont différentes. Mais il n'empêche qu'on voit bien, quand on dit qu'il y a des positions différentes, on voit bien que les médecins ne sont pas le médecin individuel que vous allez voir, c'est aussi des acteurs de santé qui sont collectivement organisés et qui interviennent considérablement sur le marché. Dans ma ville, en même temps qu'à côté des personnels de santé, il y a aussi plein de commerces qui sont eux aussi des acteurs du système de santé. Faut-il parler des médicaments? Dans ma rue, il y a 3 pharmacies. Il y en a 2 dans lesquelles je ne vais plus, parce que la première à qui j'ai dit que je voulais, pour un médicament qu'on m'avait prescrit, je lui disais, je ne veux que le générique. Mais on m'a dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque de toute façon, vous êtes remboursé? Elle dit, ah, mais oui, mais c'est pas ça que je veux. La deuxième, j'y vais plus, parce qu'ils m'ont proposé un médicament qui vient de chez Servier. Alors j'ai dit, je veux pas de Servier. Alors on m'a dit, mais pourquoi vous voulez pas de Servier? C'est un bon médicament. Mais je veux pas de Servier à cause du Mediator. Et que, donc moi je veux de l'éthique dans le commerce. Je veux qu'on me dise que quand quelqu'un a fait ça, il faut lui faire remarquer qu'on ne continue pas. Et il m'a dit, oui, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque c'est pas vous qui payez? Je dis, bah si. Et donc je veux, et maintenant je ne vais plus que dans la troisième, qui a très bien compris et qui me distribue que les génériques. Mais c'est aussi vrai que le prix du médicament, la façon dont il est géré, la façon dont la concurrence existe, montre que les services de santé ne sont pas purement et simplement un service philanthropie gratuit, c'est aussi un marché soumis à la mondialisation. Dans ma ville juive, il y a un hôpital psychiatrique. Pardon, on ne dit plus un hôpital psychiatrique. On dit un centre hospitalier spécialisé. Le rapport qu'on entretient avec cet endroit est compliqué, parce qu'il y a des très 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 hauts murs, parce qu'il y a dans cet endroit ce qu'on appelait dans le temps, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, des pavillons de force, dans lesquels on met les fous, les dangereux, ceux qui sont dangereux pour soi, ceux qui sont dangereux pour eux, mais le terme pavillon de force n'existe plus, on l'a remplacé sans doute par autre chose, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, service fermé, ou... Bon, on a une forme de contention et d'éloignement de la population, même si l'hôpital lui-même est au milieu. Et il est manifesté par le fait qu'il y a un superbe parc, mais le parc est totalement fermé aux gens de l'extérieur, sans doute ouvert en partie pour les gens de l'intérieur, mais les hauts murs font 3, 4, 5 mètres de haut. Et puis, il me dit, ah, mais il y a un secteur que... Eh bien, si, il y a un autre secteur que j'ai oublié de vous signaler, c'est ce qu'on appelle une UHSA, une unité hospitalière de services adaptés, et je crois que c'est même l'une des grosses de la région Île-de-France, à savoir le service hospitalier pour les prisons. Alors là, c'est des murs avec aveugles à l'intérieur des murs de l'hôpital psychiatrique, puisque tout est fermé. L'UHSA a pris sur l'hôpital psychiatrique, et on a aussi dans cette ville de Villejuif spécialisée en santé l'ouverture vers la médecine sous contention, sous contrainte, et nous en parlerons un autre moment. Je voudrais finir par quelques autres considérations, parce que je vous ai dit qu'il y avait 3 hôpitaux, mais il y a un service au moins qui n'existe pas, juste celui d'urgence. Il n'y a pas d'urgence dans les 3 hôpitaux en question, ce qui est normal pour CHS et pour l'hôpital Cantel, mais l'hôpital Paul-Brousse, il n'y a pas d'urgence. D'urgence, il faut aller dans l'hôpital, c'est pas très loin, on n'est pas dans la Creuse ou autre, c'est au Kremlin-Bicêtre avec ce centre hospitalier universitaire. Et puis, on voit bien que même s'il est tout près, quand on va dans un service d'urgence, ça m'arrive quand je prends des coups, quand la Ligue m'envoie faire des opérations qu'elle ne devrait pas m'envoyer faire, et que je me retrouve avec un œil au beurre noir et autres, et ben, je vais au service d'urgence. Dans les services d'urgence, tout le monde sait que la consommation ou l'utilisation du service d'urgence n'est pas la même suivant les populations. Et qu'au bout du compte, quand on a des populations pauvres, marquées par la crise, celles qui traînent autour de où est-ce que je peux bien aller me faire soigner, et bien ces populations, elles vont d'abord, et en fin d'analyse, dans les services d'urgence, au lieu d'être en continu. Et moi,
moi qui suis habite à Villejuif, je fais attention. Je fais attention d'aller voir mon médecin régulièrement. Je ne vais pas forcément dans les services d'urgence. Je fais attention aux données personnelles qu'elle me demande de recueillir en allant faire mes analyses. Ces données personnelles qui circulent et dont on voit aujourd'hui que la question de la mise en réseau des fichiers qui me concernent ou qui concernent d'autres personnes est devenue un phénomène très grave et très important dans la mesure où on peut rétablir quelles sont les personnes dans certaines circonstances et que l'importance que nous mettons à l'anonymisation des données est souvent contrariée par les études épidémiologiques dont on nous dit qu'elles sont indispensables dans l'anonyme, mais il n'empêche, le problème est de plus en plus réel. D'autant plus qu'à côté de ça, chaque fois que vous allez sur Internet et que vous laissez quelque chose et que vous posez une question en santé, vous avez immédiatement, si vous n'avez pas fait attention de bien paramétrer votre problème de spam, vous avez immédiatement des boîtes qui vont vous écrire, des mutuelles, sur oh, mais si vous avez demandé ça, est-ce que vous êtes diabétique, cholestérolique et autres machins du même genre que vous pouvez traiter avec nos systèmes, nos machins, et surtout nos systèmes d'assurance qu'on vous propose. Et puis dans ma ville de Villejuif, qui est à côté de la région Île-de-France, où il y a un métro qui arrive, oui, bien sûr, et il y a des tas de gens qui viennent et qui peuvent être étrangers, qui peuvent être étrangers sans papier, étrangers autrement, et qui désespérément cherchent auprès des nombreux médecins qui sont en face de l'hôpital à qui faut-il s'adresser pour avoir ou l'AME, pour bénéficier de la CMU, et puis ceux qui sont à côté, à peine moins malheureux qu'eux, qui bénéficient du RSA, et qui se posent la question de comment, dans ces cas-là, on peut assumer la santé, et comment cette fameuse PUMA, qu'on dit être existant, s'applique à tout le monde. Et puis en face de mes hôpitaux, je voulais quand même vous le signaler pour finir, il y a 5 cafés, 4 pharmacies, 3 pompes funèbres, 3 fleuristes, 3 banques assurances, et heureusement, et je le dis avec plaisir, au moins 2 pâtisseries. C'est pour nourrir les précédents. Donc, il va bien falloir qu'on arrive à ordonner toutes ces données que je viens de dire et qui sont un peu pointillistes, subjectives. Mais je voulais faire ce paragraphe subjectif parce que je sais qu'après, avec nos intervenants, dans le cadre de l'Université d'automne de la LDH, nous allons ordonner tout ça. Je vous remercie et je vous fais 2 annonces et puis après je laisse la parole à Julien pour cette séance. La première, c'est que je tiens à remercier la mairie du 12e qui, une fois de plus, nous permet de tenir dans de bonnes conditions cette université d'automne. Madame Catherine Barati-Elbaz interviendra tout à l'heure. Et je remercie la totalité des personnes qui ont préparé cette université d'automne, en particulier son groupe de pilotage, dont je vous donnerai les noms tous tout à l'heure, parce que j'ai oublié de les noter et j'attends mon spécialiste, mais je ne manquerai pas de vous le dire tout à l'heure. Toutes les personnes qui ont permis que ça existe par leur connaissance, leur réseau, leur façon d'être, ainsi que les personnels de la LDH, qui, sans compter, ont permis que ça se tienne. Je vous remercie et je vous laisse avec Julien pour la prochaine table ronde.